Bonjour Diane, eh bien c'est l'été, le hasard a bien fait les choses puisque si j'ai bien compris, vous êtes venu pour un baptême dans votre famille, à Aix-en-Provence, ce qui nous donne l'occasion, d'abord ce qui me donne le plaisir de vous accueillir, et ce qui donne la possibilité de faire un entretien de plus puisque nos gentils correspondants et ceux qui nous suivent pleurent que d'ici septembre au moins il n'y aura rien, donc silence radio, oui, ça va leur faire, j'espère, prendre un petit peu patience. Tout à fait. En plus on est dans un cadre fort agréable. Alors commençons par nos questions d'actualité et surtout revenons sur le Brexit. Faut-il se réjouir du Brexit voté par les Anglais? Bon, si j'étais anglais, j'avoue que j'aurais hésité parce que le Brexit pour eux va entraîner des conséquences qui risquent d'être la fin de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'union de l'Angleterre, du Pays de Galles, de l'Écosse et de l'Irlande du Nord. Puisque et l'Irlande et l'Écosse ne veulent pas sortir de l'Europe. Donc ça va être un fameux désordre. Mais ça, c'est pour les Anglais. Pour nous, tout ce qui peut aider à faire sauter l'Europe communautaire, c'est bon. Il n'y a qu'à voir la réaction, d'ailleurs, de tous les mondialistes, partisans de l'Europe, etc., et leur désespérance quand il y a eu le résultat inattendu, parce qu'ils ont tout fait pour que le Brexit ne passe pas. Rappelez-vous l'assassinat de Jo Cox, la députée travailliste. Qui finalement n'a pas... Et il faut que je revienne là-dessus, je crois qu'on en avait parlé lors du dernier entretien à Paris. Et alors, Jo Cox, députée travailliste. Bon, d'accord. Partisan de l'Europe communautaire. Bon, d'accord. Mais l'information des médias s'arrête là. Reprise d'ailleurs par ce très curieux personnage de François Asselineau. Le prédicateur, qui avait prévenu, pas le prédicateur, qui disait « Ah, mais j'avais prévenu, etc. » Mais prévenu de quoi? D'un attentat? Bon, d'accord. Mais ce qu'il n'a pas vu, ou qu'il n'a pas voulu voir, je n'en sais rien, c'est que Jo Cox était non seulement député travailliste favorable à la permanence de l'Angleterre en Europe, mais elle était surtout une militante pro-palestinienne. Et quand les médias, comme Asselineau, font la comparaison entre Jo Cox et la Suédoise Anna Lindh, qui était le ministre des Affaires étrangères de Suède, ça doit remonter à 5-6 ans environ. 2003, je crois. C'est possible 2003. 2003 déjà? Oui, 2003, oui. D'après quand j'ai vérifié. Non, ça m'étonne. Non, non, c'est plus récent. Bon. C'est plus récent. Non, c'est pas possible. Bon, de toute façon, on fera certainement dans le prochain numéro de la politique un écho là-dessus, parce que c'est même très curieux. Or, Anna Lindh, on nous dit qu'elle était pro-européenne. C'est possible? Il faudra que je revoie ses positions de l'époque. Mais surtout, elle aussi était une militante pro-palestinienne. Et non seulement militante pro-palestinienne comme Jo Cox, mais en tant que ministre des Affaires étrangères de Suède de l'époque, elle plaidait pour des sanctions économiques commerciale contre Israël du fait de son comportement, du comportement d'Israël vis-à-vis des Palestiniens. Alors, donc deux femmes qu'on nous présente comme partisans de l'Europe, mais on occulte le fait qu'elles étaient pro-palestiniennes et pourquoi elles l'étaient. Bon. Alors, ce qui est tout de même curieux, c'est qu'à quelques jours du Brexit, Jo Cox ait été assassiné. C'était comme si on voulait montrer au benêt à l'opinion publique que les partisans du Brexit, c'était des criminels. Donc ils ont fait, on peut dire, d'une pierre deux coups. Et je dirais même qu'ils ont fait d'une pierre trois coups. Parce que l'autre élément occulté par les médias et par ce cher François Asselineau, c'est que l'assassin appartient à un groupuscule néo-nazi américain, mais sioniste. Oui, tout à fait. Alors, c'est tout de même curieux. Donc, vous voyez, d'une pierre trois coups. Premièrement, on élimine une femme partisan
de sanctions contre la Palestine, on essaye de démolir les partisans du Brexit, et en même temps on démolit l'image que l'on donne dans les médias de l'extrême droite en général, sans montrer ce qu'il y a caché derrière, extrême droite sioniste. Bon, est-ce qu'on peut parler d'extrême droite en pareil cas? Donc vous voyez, mais c'est tordu de tordu. Je crois que ce fait illustre une fois de plus la façon dont les gens sont manipulés par les médias. C'est un coup finement mené. C'est incroyable, vraiment, ils sont prêts. Alors, être prêt à tuer une des leurs, tout de même c'est une travailliste, Parti socialiste anglais, sacrifier une des leurs sur l'autel de leurs ambitions, de leurs buts mondialistes. Il n'y a pas de quoi s'étonner quand on sait tous les crimes qu'il y a eu. Le 11 septembre de Mélin et compagnie, toute la suite, Gladio et compagnie, ça n'a rien d'étonnant. Mais voilà, si j'attire l'attention là-dessus, c'est pour montrer à quel point ces partisans du nouvel ordre mondial sont prêts à aller. À tuer, en escomptant que cela servira à quelque chose. Et pour en revenir sur l'affolement de ces mondialistes, on a également David de Rothschild qui s'est exprimé au niveau du... Alors, c'est très amusant parce que pas plus tard qu'hier, parmi différents documents que j'ai reçus, il y avait justement un document sur Rothschild, la position de Rothschild sur le Brexit. Impossible d'ouvrir. Impossible d'ouvrir. Ah oui, moi je peux vous lire quelques phrases que j'ai lues dont il s'est exprimé, je crois, à la télé, ce qui est assez rare, ces interventions télévisées. Alors dites-moi, je ne sais pas si ce sera la même chose. Il a parlé, donc, en qualifiant le Brexit, il a dit que c'était un événement, c'était un choc psychopolitique, mais que l'impact sera finalement maîtrisable. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose, c'était beaucoup plus catastrophique parce qu'en fait, dans le message que j'ai reçu, il y avait une introduction de quelques lignes qui donnait déjà un aperçu de la position. C'était pas ça du tout. C'était le contraire. C'est-à-dire qu'il considérait ça comme un très mauvais événement. Oui, mais d'ailleurs, il parlait de choc psychopolitique. Pour eux, c'était... Oui, choc psychopolitique, c'est indéniable. Enfin, ça veut rien dire de particulier dans un sens ou dans l'autre. Je voulais que je vous lise le texte. Oui. Donc, l'intervention était sur Figaro. Ils ont une chaîne télé au Figaro, apparemment. Oui. Bon, alors, donc je cite David de Rothschild. « C'est à mon avis une erreur historique des Britanniques. Jamais Churchill n'aurait voulu cela. Le Royaume-Uni tourne le dos à l'histoire. L'Europe perd un pays qui est une grande nation politique, militaire et marchande. Oui. D'accord, j'ai ce texte et je l'ai vu justement dans le blog du Figaro. Oui. Mais l'autre dont je parle, c'est autre chose. C'était beaucoup plus affolant. Apparemment, c'était beaucoup plus fourni et donc c'est pas la même chose. Donc je vais voir, bon peut-être qu'il y a des moments où ça fonctionne pas, ça m'étonne quand même. Vu le sujet, ça m'étonne. Alors pourquoi Hollande et Merkel souhaitent-ils une sortie rapide du Royaume-Uni alors que les Britanniques souhaitent prendre leur temps? Bon, je pense, alors, pour les Britanniques, ce que je pense, c'est qu'ils vont essayer de marchander. Oui. C'est leur habitude. À la carte. Europe à la carte, ils ont raison, de leur point de vue, ils ont raison. Voilà, leur intérêt, c'est ce qu'on devrait faire, nous, chez nous. Alors, du côté de Merkel et de Hollande, je pense qu'ils paniquent à l'idée que ce soit une contagion. Donc, ils voudraient donner une leçon à l'Angleterre le plus vite possible, de façon à faire peur aux autres. Moi, je pense que c'est la seule explication que je vois. Une punition. Une punition. Oui, parce que les accords du Touquet, notamment à Calais, seraient remis en cause et ils veulent leur renvoyer le flot de migrants, finalement. C'est un peu ça l'idée. C'est évident que s'il y a une contagion en Europe, l'Europe n'existe plus. Hein. Oui, en plus. C'est évident. Mais leur Europe. Oui. À propos de... Donc, on pourrait parler d'un mouvement de néo-nationalisme qui pourrait éclore. Est-ce que cela fait partie du calendrier de l'établissement de la gouvernance mondiale ? J'ai entreaperçu rapidement, je crois que c'était hier ou avant-hier, un truc comparant faisant un rapport avec l'émergence de Trump. Oui. Alors, traiter de Trump de nationaliste, tout de même assez osé. Pourquoi ? Parce que Trump c'est quoi ?
il fait du populisme. Le populisme, c'est indéterminé. C'est pas une doctrine, c'est absolument indéterminé. Et en fait, il surfe sur la seule chose intéressante de son arrivée, parce que ça démontre le ras-le-bol des populations américaines vis-à-vis du système. C'est ça qui est intéressant. Je l'ai déjà dit, je crois, pas la dernière, mais l'avant-dernière, ou peut-être la dernière. L'intérêt de l'émergence de Trump, ce n'est pas Trump, c'est le public qui le suit et qui montre le ras-le-bol des Américains vis-à-vis du système, tout ce que représente l'establishment américain, le complexe militaro-industriel et compagnie. Et donc la marche du mondialisme. Donc Trump servirait à quel Or, Trump, quand on voit comment Trump est allé faire allégeance aux organisations juives américaines, il ne faut pas venir nous parler d'émergence de néonationalisme. C'est une opération personnelle, point à la ligne. Il a parfaitement compris, et ça c'est ça qu'il a saisi, il a parfaitement compris que une grande partie des Américains ne voulaient plus entendre parler du système et attendaient un sauveur. Il se présente en sauveur. Mais ça va plus loin que ça. Alors quand on veut parler de nationalisme, il faudrait aussi peut-être commencer par le définir. Oui. Mais ça, je suis tout à fait hostile à cette pseudo-vision qui rejoint d'ailleurs beaucoup de choses qu'on trouve sur Internet, comme quoi, par exemple, à propos de Poutine, que Poutine, c'est pas un ami, c'est quelqu'un de tordu, c'est un ami, on fait l'amalgame avec le mondialisme, sans preuve d'ailleurs, j'ai différents messages reçus plus ou moins récemment, et tous c'est la même chose, c'est une volonté de diaboliser vis-à-vis des populations européennes qui pourraient prendre Poutine comme modèle, de le diaboliser, de façon à ne soit pas tenté de s'allier avec lui. Donc c'est une contre-offensive mondialiste contre Poutine. Et cette utilisation du terme néo-nationaliste, c'est pour ça que je fais le parallèle avec Poutine, c'est aussi une opération tordue pour essayer de détourner. Nationalisme, il n'y a pas de nationalisme, tout le monde est allié avec le mondialisme, donc ça veut dire quoi? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est peine perdue. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de solution, tout est tordu, donc couchez-vous et restez chez vous. Et cachez-vous dans la montagne. Voilà, exactement. Allusion à Pierre Hillard. Notamment. Mais d'ailleurs, pour revenir sur Trump, il envisageait un rapprochement avec Poutine, il me semble. Ça me semble difficile quand même, vu l'allégeance au... Ouais. Alors, évidemment, le jeu de Poutine étant très, très, très subtil, sur le terrain, en Syrie, il est allié à qui? À l'Iran? Oui, évidemment, à Bachar el-Assad. Il est allié au Hezbollah, libanais, qui combat Israël, et à l'Iran, qui n'est pas particulièrement ami avec Israël. Donc comment voulez-vous qu'il y ait une convergence avec un Trump sioniste et un Poutine? Il y a un petit problème là. Mais tout le jeu de Poutine, c'est... Et puis, je ne sais pas si on va en parler, mais prenez l'histoire de la Turquie, justement, qui a essayé de se rapprocher de la... Oui, parce que Poutine, en douceur, étrangle la Turquie, sur le plan commercial. Et Erdogan a envoyé une lettre d'excuses pour un de ses pilotes, et... Oui, c'est pas lui, il n'a pas donné l'ordre. Non, bien sûr, il n'a pas donné l'ordre. Mais d'ailleurs, Poutine lui a demandé de s'excuser publiquement, je crois. Oui. Et il ne l'avait jamais fait. Non, c'était une lettre privée. Donc c'est qu'il a le couteau sur la gorge maintenant. Non, c'est intéressant. Pour en revenir sur le Brexit, toujours Marine Le Pen a réclamé un référendum à François Hollande. Celui-ci, évidemment, l'a refusé. De son côté, François Fillon refuse un futur référendum pour une sortie de l'Union européenne. Votre avis sur cet homme a-t-il changé? A-t-il changé? C'est toujours difficile de dire parce qu'on n'est pas dans la mentalité de la personne. Ce que je sais, c'est que j'ai lu dernièrement, et je l'ai pris justement pour la documentation, pour le prochain numéro. C'est ça.
Fillon a fait dernièrement à l'Assemblée nationale, c'est le 28 juin, tout récent, une communication dans laquelle il prône le retour à la souveraineté de la France, tout en ne souhaitant pas... Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, tout en souhaitant une Union européenne, mais sur des bases radicalement différentes, avec une France souveraine et forte. Alors, disons que c'est une tactique différente de celle de Marine Le Pen, mais le but est le même, c'est retrouver notre indépendance nationale. Alors, il est évident qu'il faut voir que le public de Fillon est différent de celui de Marine Le Pen, et qu'au point de vue manœuvre, il est moins à l'aise pour dire certaines choses avec la troupe de godillots qu'il a à l'UMP, les Républicains. Oui. Donc, et puis alors, une chose tout de même, je crois que j'en ai déjà parlé, sans problème, ses propositions économiques ne sont pas mauvaises du tout. Donc on verra, il est certain que si jamais il se retrouve seul à un candidat socialiste, nous ferons voter pour Fillon. Alors qu'on ne ferait pas ça pour Copé ou pour Sarkozy. Non, évidemment. Fillon, d'ailleurs, aussi un critère que je crois que j'en ai déjà parlé, un critère par rapport à ce que... Pour répondre en partie à votre question, remarquez comment les médias font tout pour marginaliser Fillon, comme s'il n'existait pas, comme s'il n'avait aucune chance. Alors pourtant, c'est le seul qui a réellement un programme. Les autres, ils enfilent comme des perles, des slogans, c'est tout. Oui. Il faut toujours penser l'inverse de ce que pensent les médias, tout simplement. Bon, il ne faut jamais faire de généralité, mais en général, c'est une bonne indication. Okay. Et mon père avait une formule que je trouve extraordinaire, parce qu'elle est toujours valable. Il disait, quand on est surpris par une position quelconque, si on voit l'ennemi s'en réjouir, c'est qu'il a ses raisons. La conclusion en facile à tirer. Au sujet d'un autre référendum, que pensez-vous de celui de Notre-Dame-des-Landes? Bon, alors premièrement, il faudrait voir l'aspect économique. L'aspect économique et l'aspect écologique, quand même, puisqu'on va raser une zone protégée avec des animaux rares, etc., etc. Et je ne vois pas pourquoi cet acharnement, sauf si c'est pour donner quelques bons pieds marchés aux petits copains des constructions d'aéroports, d'autoroutes, etc. Parce qu'après tout, et pourquoi on n'agrandit pas l'aéroport de Nantes? Oui, vrai, ça coûterait nettement moins cher. Oui, à quelques kilomètres. Après tout. Donc là encore, c'est une magouille financière et politique certainement. Alors, c'est amusant parce qu'on voit encore là les contradictions internes de la gauche, parce que les gens qui manifestent, pour beaucoup, ce sont des gens de gauche. Tout à fait. Mais ce sont des gens qui sont dans leur terroir, qui ne veulent pas que ça change. Et pour ça, on peut leur donner raison. Ils sont attachés à leur terre. Oui, mais c'est tout à fait légitime. Alors le référendum, d'abord, il faut voir comment il a été fait. C'est toujours la manipulation de la démocratie. C'est pour ça que la démocratie ne peut jamais exister. Tout au moins, cette démocratie inorganique. Et si on veut parler utilement de démocratie, il faut préciser démocratie organique. Alors là, ça ramène à autre chose. Ça ramène aux corporations, aux corps intermédiaires. Ce que l'ESCAP, par exemple, n'a pas compris. Il existe deux types de démocratie. Il y a deux types, et non seulement deux types de démocratie, mais deux types de démocratie qui sont opposés à 180 degrés. D'ailleurs, là, on le voit bien avec justement le référendum de Notre-Dame-des-Landes, les communes les plus éloignées de l'implantation de l'aéroport ont voté oui, et c'est ceux qui sont évidemment, il faut d'abord tout de même demander l'avis des gens les plus proches qui sont concernés, pas les gens qui habitent à 2000 km qu'il faut demander leur avis. Exactement. Et c'était ça justement l'intéressant des corporations. Oui. C'est que contrairement à la démocratie inorganique que nous vivons, avec laquelle le citoyen donne son avis sur des sujets qu'il ne connaît pas directement, mais uniquement au travers des médias, avec les corporations, les élections se faisaient sur les sujets locaux que les gens connaissaient directement par leur activité professionnelle, par leur activité locale. Tout simplement, il faut rapprocher le citoyen
des réalités qui le concernent. Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, Mohamed Abrini, soupçonné d'être le cerveau des massacres du 13 novembre, est un informateur des services secrets britanniques. Avez-vous entendu parler de cette information? J'ai entendu parler de cette information, et ça ne m'étonne pas du tout. Alors, c'est pas parce qu'il est nécessairement un informateur des services britanniques et que donc ce sont les services britanniques qui ont fait le coup. Non. Mais ça veut dire que tous ces services de renseignement occidentaux utilisent des islamistes, qu'ils les gardent dans leur tiroir ou dans leur carton, et que brusquement on les sort. Pour faire quoi? Pour faire des provocations. Et puis porter le chapeau. Et porter le chapeau et justement justifier les nouvelles lois restrictives de nos libertés. D'où l'état d'urgence obtenu par Manuel Valls et compagnie. Et toujours la même chose, à qui profite le crime? Alors, les données personnelles de 115 000 policiers ont été mises en ligne pendant 15 jours suite à une erreur informatique. Oui. Peuvent-elles avoir un lien avec le meurtre de Magnanville? Ça me semble évident. Ça me semble évident, et alors là, il faudrait voir qui dans la police a divulgué cette liste, parce que pas d'informatique, hein. C'est comme la libération de certains détenus parce qu'il y a eu une panne informatique aussi. Non, il faut pas se moquer du monde. Il se moque régulièrement du monde, c'est ça la démocratie. La démocratie ne peut fonctionner que si elle repose sur le mensonge, c'est tout. Et donc, aujourd'hui, n'importe quel policier est en danger de mort. Et donc, justement, ma question suivante par rapport à ces policiers en danger de mort, nous avons l'officier de police Stéphane Jalamion qui, ces derniers jours, s'insurge contre le gouvernement, tandis qu'un autre policier a refusé de serrer la main de Manuel Valls lors de la cérémonie d'hommage au couple assassiné à Magnanville. Que pensez-vous de ce vent de révolte au sein des forces de l'ordre? Je pense qu'il serait temps. Du danger. Je pense qu'il serait temps, et ce que je souhaite, c'est qu'ils comprennent pourquoi ils sont traités comme ça par le pouvoir. Parce que c'est ça le fond du problème. En fait, on les utilise sous de faux prétextes. Donc, je fais allusion à ce que je disais précédemment, ces gens islamistes gardés dans les cartons des services secrets occidentaux, anglais, français, etc., qu'on sort au bon moment. Rappelez-vous Merat. Qui était Merat? Il était un copain de Squarcini, nous a-t-on dit dans la presse à l'époque. Hein? Squarcini qui était le directeur de la... C'était quoi déjà la DCRI La DCRI, exactement, nommé par Sarkozy. Et cet attentat de Merat, ou soi-disant attentat de Merat, est intervenu à peu de temps des présidentielles 2012. Comme par hasard. Oui, 2012. Comme par hasard. À qui profite le crime, encore? Oui. Toujours la même chose. Donc, c'est pour ça que je dis, on a l'impression que périodiquement, nos services secrets occidentaux nous tirent des individus de leur petit carton pour leur faire une provocation qui va permettre d'abord de manipuler l'opinion publique et d'imposer des lois restrictives. Rappelez-vous, après le 11 septembre, qu'est-ce que Bush a fait? Patriot Act. Le Patriot Act, bravo, qu'il a confié à l'amiral John Poindexter, qui était quoi? Mais un bon petit franc-maçon. Donc vous voyez, or ce Patriot Act, on pourrait, il a raison, oui, il faut surveiller les musulmans. C'était pas que les musulmans, c'était tout citoyen américain. Donc tout citoyen américain, maintenant, on rentre dans sa vie. Voilà. Fiché, espionné. Il n'y a plus de liberté. Et quand je parle de la révolution dite française, je dis oui, dire qu'il y a des imbéciles qui ont fait une révolution pour être libres. On en voit le résultat aujourd'hui. On en vit l'aboutissement. Plutôt l'inverse. Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez aux policiers, CRS notamment, qui finalement servent de paravent à cette... Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Oui. Je préférais que celui qui a envie de se suicider fasse un acte plus utile. Exactement. Je ne peux pas dire autre chose. Des vies. La ville de Bondy en Seine-Saint-Denis vote en faveur d'un boycott des produits issus des colonies israéliennes. Cela vous inspire-t-il un commentaire? Les Israéliens font tout pour essayer de pousser les Palestiniens dehors. Tout, oui. tout.
tout. Ils les privent d'eau, ils utilisent leurs produits agricoles, etc., à leur bénéfice, et leur versent une toute petite partie quand ils reversent. Ils leur coupent l'électricité. Ils essaient, justement. Bon, quand je vois dans les blogs les messages que je reçois, des gens enflammés, oui, il faut faire la révolution, etc., mais faites-la! Ça commence par l'économie. Tant que vous ne serez pas comme des Palestiniens à faire ce qu'ils font pour se défendre avec de tout petits moyens, étranglés avec la complicité de l'Occident, sioniste, cessez de vous soulager sur Internet et compagnie, sur des réactions de faibles. Ou alors construisez, formez autour de vous, expliquez le pourquoi des choses, mais non, c'est trop compliqué, ça demande la lecture, c'est fatigant. Du coup, on peut saluer et applaudir la décision de la ville de Bondy qui commence... De quoi ? La ville de Bondy, en Seine-Saint-Denis. Ah, tout à fait. Alors, la ville de Bondy, je ne sais pas quelle est sa population majoritairement, mais je suppose qu'il doit y avoir pas mal d'immigrés. Oui. Et ça doit expliquer. Et alors, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est intéressant que vous fassiez ce rappel, c'est que notre pouvoir, que ce soit les libéraux ou que ce soit les socialistes, sont coincés entre deux feux. Ils font venir cette immigration, majorité musulmane, pour nous détruire. Ça, c'est clair et net, parce que s'ils voulaient empêcher les attentats, la moindre des choses, ce serait d'arrêter l'immigration, qui est tout de même porteuse de ce genre d'individus. Bon, ils ne le font pas. Bon, ça me semble assez clair. Mais d'un autre côté, une fois qu'ils ont fait rentrer ces gens-là, ils se trouvent sous une menace, ne serait-ce que d'agitation. Donc ils sont obligés, donc le pouvoir est obligé de donner de temps en temps des gages. Et un des gages dernièrement qui a rendu Israël furieux, c'est d'avoir reconnu l'État palestinien. Etc. Et donc ce vote a bondi. Toujours pour rester sur le boycott, que pensez-vous de Claude Goasguen qui souhaite envoyer au tribunal les patients refusant de consommer des médicaments israéliens ? Bon, je dirais que c'est très démocratique, déjà pour commencer. Et puis Claude Goasguen, il faut savoir que c'est un fervent d'Israël depuis des années, des années, des années. Donc là aussi, il a son électorat. Il a son électorat. Mais ça, c'est beau, la démocratie. Bon. Liberté. Liberté chérie. Ouais. Manuel Valls a dit récemment « Il ne peut pas y avoir d'accord de traité transatlantique car celui-ci ne va pas dans le bon sens ». Que pensez-vous de la déclaration du Premier ministre ? Alors, c'est étrange parce qu'en soi, elle est bonne, je ne sais pas ce que ça cache exactement. Je ne me réjouirais pas trop avec l'individu tel qu'on le connaît, ou qu'on devrait le connaître. C'est curieux. Ceci dit, il doit savoir que ce n'est pas porteur du tout dans l'opinion publique, parce que, même s'ils ne sont pas très informés, les gens, ils n'ont pas envie de bouffer du poulet aux hormones, traité aux antibiotiques, pas plus que du beefsteak, etc. Et alors, en plus de ça, ce qu'il faut bien savoir dans la situation du traité transatlantique, c'est que ça donne le droit aux grandes multinationales de faire des procès aux États par justice privée. Donc, qui devient les tout-puissants? C'est la victoire des monopoles. Pourtant interdit, même aux États-Unis. Pourtant interdit, même aux États-Unis. Mais ça, c'est toujours la même chose, l'apparence et la réalité. Le double visage. De gauche. Le double visage. Passons aux questions concernant nos milieux. Que pensez-vous du changement de statut de Civitas, devenant ainsi un parti politique? Je dirais que ça en fera un de plus. Ceci dit, j'ai vu dernièrement une mise au point d'Alain Escada qui me semble assez pertinente. Il dit non, c'est pas un nouveau parti que je veux créer. Je crée simplement une structure dans laquelle différentes tendances puissent se retrouver. Alors c'est amusant parce que en ce moment c'est la manie de l'union. Alors ça a commencé avec le banquier de Rivarol
en amalgamant un certain nombre de drôles d'individus, commencer par Le Pen. Alors ceux qui ne savent pas qui est Le Pen, je leur conseillerais de lire mon livre « Histoire d'une trahison », parce que Le Pen, c'est pas du tout le bonhomme que l'on croit. Loin de là. Lesquin, avec toutes ses contradictions, mais qui est un bon républicain, démocrate, bon, je vais me répéter une fois de plus, enfin, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi qui l'a dit, et que c'est lui qui l'a écrit, que la nation française est née avec la Déclaration des droits de l'homme de 1789. C'est une déclaration maçonnique. Point. Donc, oui, vous voulez dire? Oui, je voulais dire, Civitas est l'un des seuls quand même à dénoncer la maçonnerie et le nouvel ordre mondial dans les partis politiques. Justement, mais j'avoue que plus j'étudie le personnage Lesquin, puisque je me pose des questions, parce qu'il est plein de contradictions. Vous parlez de Lesquin ou de... Non, Escada. Non. Ah oui, non, Escada, oui, d'accord. Donc Escada, si c'est un oui, alors. Donc, oui, effectivement, j'étais en train de perdre le fil de la question précédente. Donc, Escada veut faire l'unité, à travers sa structure ouverte à tout le monde. Je crois que c'est pour avoir des temps de parole aussi également. Pourquoi pas? Donc, je faisais allusion au banquier de Rivarol avec Le Pen, Lesquin, Chéric Dolmeta, franc-maçon. Donc, j'ai cité les textes les plus croustillants dans le dernier numéro de La Politique. Et puis, il y a eu le rendez-vous de Béziers. Hausse la droite. Hausse la droite, alors ils ont des formules vraiment, mais qui sont débiles. Hausse la droite. Hausse la droite, il faut voir. OZ, vraiment. N'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. Alors c'était vraiment, d'ailleurs, on en avait parlé dans le numéro de La Politique il y a 1 mois ou 2 mois, je ne sais plus, lors de l'annonce de cette réunion, parce qu'on avait la liste, mais c'est invraisemblable, il y avait tout là-dedans. Des cathos, des anti-cathos, genre Alain de Benoît et compagnie, Nouvelle Droite, Le Gallou, même Tendance, etc. C'était vraiment tutti frutti. Comment voulez-vous faire une unité avec des gens qui sont d'opinion totalement opposée? C'est pas possible. Alors l'union est souhaitable, c'est évident, mais elle ne peut se faire qu'avec des gens qui, sur les principaux faits dénominateurs communs, peuvent s'entendre, sinon ça ne marche pas. Oui, vous parlez d'annulation des forces. Annulation des forces, ce que j'avais déjà dit à l'époque en ce qui concernait le Front National du temps de Le Pen. C'est d'ailleurs tout aussi vrai pour Marine Le Pen. J'espère qu'elle finira par le comprendre. Comment voulez-vous à la fois défendre la souveraineté de la France et souhaiter aller en Israël alors que le monde juif est justement contre notre anéantissement, l'anéantissement de notre souveraineté? J'espère qu'elle finira par le comprendre. Tout ça, c'est du verbiage médiatique pour faire semblant de se faire accepter, hein. Mais ça va pas bien loin. Continuer sur les personnages contradictoires de nos milieux, un commentaire sur Boris Lelay et ses dernières vidéos notamment. Alors bon, j'y ai déjà fait allusion avec vous la dernière fois, je crois que c'était le 18 juin. Oui. Lelay qui, dans une de ses dernières vidéos, tapait un bras raccourci sur l'islam et les musulmans. Oui. Bon, à la limite, évidemment, quand on voit le nombre qu'on a chez nous, mais c'est pas la faute des musulmans, encore une fois, ils sont pas venus à la nage. Hein. Donc, si on ne remonte pas à la cause, c'est un travail inutile. Et au contraire, c'est un travail qui ne sert que le sionisme. Et le pire, je dirais, de sa vidéo, c'était qu'il terminait, là je vais me répéter, en disant « Et maintenant, je vais prendre un coup de rouge avec du porc ». Mais est-ce qu'il se rend compte de l'effet que cela peut faire? Est-ce qu'il croit que c'est comme ça qu'il va régler le problème de l'islam qui nous est imposé en France? Pas comme ça. Le seul moyen, c'est de faire comprendre aux musulmans qui sont utilisés contre nous et que leur tour viendra si jamais ils arrivent à faire ce que ceux qui les font venir ici cherchent à imposer. Et il y a beaucoup de musulmans qui le comprennent. D'ailleurs, je crois que dans une de mes réponses sur c'était Facebook ou Twitter, j'ai dit c'est tout de même un peu fort que certains musulmans comprennent mieux la manœuvre que certains catholiques. Oui. Bien pensant.
peu importe ça. Justement, mais c'est ça. Alors, quand je vois ce public de droite majoritaire, d'ailleurs, ce sont surtout les catholiques tradis ou c'est des vacantistes, pour eux, l'islam. Ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière cette manipulation, mais c'est fabuleux. Puisque l'un des principaux ennemis du sionisme reste les musulmans. Les catholiques. Fatalement. Ben, il n'y a qu'à voir qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce que le sionisme a fait avec les États-Unis en Syrie et en Irak, contre la Palestine, etc. L'Iran prochainement. Donc on a des alliés objectifs avec un certain nombre de musulmans. Et je rappellerai encore pour la énième fois, que ça date de 1993, cette déclaration du vice-ministre de la Culture iranien proposant à Rome, au Vatican, une alliance contre l'athéisme et le mondialisme. Et ça veut tout de même dire quelque chose, ça. Et moi, c'est ma politique. On doit trouver des points de convergence avec le monde musulman, pas avec les barbares qui font les assassinats téléguidés. Oui. Les assassinats téléguidés par nos gouvernements. Il y a moyen de trouver des terrains d'entente, et ce n'est que par là qu'on pourra régler le problème de l'immigration. Chacun chez soi. Tout à fait. En coopération, en bonne entente et intérêt commun bien compris. Alors pour rester sur le sionisme, le 26 juin dernier, 7 rabbins anti-sionistes ont perturbé une soirée à la synagogue de la Victoire à Paris, où des orateurs devaient vanter l'Aliyah en Israël. Pouvez-vous revenir sur la définition du sionisme et expliquer votre point de vue sur cette forme de nationalisme? Dire ça comme ça. C'est très complexe cette histoire-là, et à la fois au fond très simple. C'est que vous avez deux types de réactions dans le monde juif. Ceux qui disent qu'il faut attendre l'arrivée du Messie pour revenir à Jérusalem. Et alors ceux qui sont plutôt de tendance laïque, mais pas tous, hein, qui estiment, oui, mais nous avons besoin d'un État, etc., etc. Et il y a donc un antagonisme entre les deux tendances. Les premiers traitant les seconds de mauvais juifs, etc., qui trahissent, je ne sais plus quelle position du Talmud, etc., etc. Bon, ça, c'est leur problème. Le problème qui nous concerne, nous, c'est qu'ils quiquinent le monde entier. Ceux qui sont sionistes, évidemment. Ceux qui sont sionistes, mais les autres aussi. Oui. Les autres aussi, parce qu'en fait, ils sont peut-être pas d'accord sur le problème de l'implantation juive dans les territoires palestiniens, mais ils sont d'accord pour nous détruire. Là-dessus, ils sont tout à fait d'accord. Donc le judaïsme n'est pas monolithique, mais il reste... il est à double visage. Il est à double visage, à double effet, et puis il est évident que il y a certains juifs qui sont, en général, ils ne sont pas idiots, ils sont fanatiques, mais ils ne sont pas idiots. Il y en a qui se disent, je vais attirer l'attention là-dessus, qui se disent, oui, mais si on a un État, un jour, un pouvoir qui nous serait hostile pourrait nous dire, bah, écoutez, vous avez un État, vous y allez. Oui. Ah ben, écoutez, de toute façon, vous savez très bien, j'en ai déjà parlé, nous sommes, par notre structure, nous sommes contre la double nationalité, d'ailleurs, quelle qu'elle soit, et notamment israélienne, franco-israélienne. On a vu dernièrement un franco-israélien qui a... Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, il a achevé à terre un Palestinien. On ne sait même pas si le Palestinien était porteur d'un couteau ou pas. Il l'a abattu froidement. Il était franco-israélien. Voilà, franco-israélien. Donc la France est co-responsable. Alors étonnez-vous après des réactions des musulmans. Non, rien d'étonnant. Passons aux questions internationales. Souhaitez-vous revenir sur le dernier attentat d'Istanbul perpétré par un islamiste tchétchène qui a fait 43 morts et 150 blessés? Alors là, j'avoue que je ne sais pas franchement expliquer ce phénomène. Bon, on a l'impression que toute cette nébuleuse terroriste qui a été fabriquée de toutes pièces par les États-Unis pourrait même remonter jusqu'à la résistance, armée par les Anglais et les Américains. Le terrorisme a commencé là. Puis il a continué après avec l'Irgun et le Stern en Palestine.
où les groupes activistes israéliens ont fait une campagne d'assassinat ciblée pour s'implanter localement, jusqu'à assassiner le représentant de la Société des Nations, c'est-à-dire l'ancêtre de l'ONU, qui était le comte Bernadotte. L'attentat à l'hôtel du roi David aussi. Donc, le terrorisme est une création anglo-saxonne. Et puis on est arrivé à la guerre des Soviétiques en Afghanistan, les Américains suscitant un Ben Laden et tout ce qui va avec, et puis de là, la déstabilisation du Moyen-Orient avec l'Irak, la Syrie, avec les mêmes intervenants. Donc, ouais, et alors, ça a créé une nébuleuse et une mentalité terroriste, et on ne sait pas où ça commence, où ça se termine, et au bénéfice de qui, directement ou indirectement. Et cette histoire-là, en Turquie, de cet attentat avec ces très nombreux morts, me fait penser à ça. Alors, un Tchétchène, c'est probablement un Tchétchène que Poutine avait été allé chercher dans les chiottes, comme il a dit, et qu'il a foutu à la porte. Bon, il ne l'a pas tué, mais... Donc ces gars-là, ces terroristes tchétchènes qui essayaient de prendre le pouvoir en Tchétchénie, que Poutine a mis au pas, qu'on ne vienne pas dire qu'on ne peut pas régler le problème terroriste, on peut, mais il faut le vouloir, et prendre les moyens pour ça. Eh bien voilà, j'ai l'impression que ce sont des types qui sont livrés eux-mêmes, plus ou moins, qui pètent les plombs. Alors, sont-ils commandités directement ou pas directement? Et alors, chose aussi tout de même à soulever, quel est le rapport entre cet attentat et la lettre que Erdogan, dont on a parlé tout à l'heure, a envoyée à Poutine pour s'excuser qu'un de ses pilotes est descendu à un avion russe, hein, alors que Poutine avait exigé depuis lors, donc ça va faire 1 an et des poussières, que Erdogan fasse des excuses publiques, ce qu'il se refusait à faire. Alors pourquoi le fait-il maintenant? Est-ce parce qu'il est victime d'un terrorisme qu'il ne sait pas comment subjuguer et qu'il aurait peut-être besoin des Russes et de la méthode russe pour le faire? Est-ce qu'il opère un changement d'alliance? Renversement d'alliance. Mais alors, on m'objectera, oui, mais dans le même temps, il normalise ses relations avec Israël. Donc c'est un méli-mélo, mais invraisemblable. Pour ça, dans ces situations-là, où c'est pas très clair, il faut viser quel est notre intérêt national. Point à la ligne. Parce que c'est tellement complexe. Le jeu des services de renseignement joue sur tellement de cartes à la fois que c'est pas facile de s'y retrouver. Donc, le point de repère, l'intérêt national. Il mérite d'être clair. Le Kremlin dévoile, là, des excuses dont on en a parlé. Les hommes politiques allemands accusent Erdogan de crimes de guerre. Quelle relation entretiennent la Turquie et l'Allemagne, cette fois dans l'échiquier politique? Alors, pas mauvais en principe, pas mauvais, puisque c'est la chère Angela Merkel qui a fait un compromis avec Erdogan, sous prétexte qu'il retienne les migrants en Turquie pour les empêcher de venir en Europe, parce qu'elle s'est tout de même fait solidement tirer les sonnettes par son opinion publique. Quand ils ont vu arriver plus d'1 million et qu'elle disait mais venez, 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 ça n'a pas été bon pour sa popularité. Bon, donc elle est allée à Istanbul ou Ankara, elle a passé un accord avec Erdogan avec notre argent. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3 milliards donnés à Erdogan. Donc on ne peut pas dire que les rapports soient mauvais entre l'Allemagne et la Turquie. Donc tout ça est un jeu. On a l'impression que nos hommes politiques et femmes politiques, genre Merkel, gouvernent sous l'emprise tout de même d'un certain nombre d'ordres qui leur sont donnés, parce que Merkel, je regrette beaucoup, c'est un pion de l'Amérique sioniste. Hein. Et que devant les conséquences locales sur sa popularité, elle essaye de freiner des quatre fers. Mais alors, là encore, c'est chaotique. Oui, ça a des conséquences aussi bien dans la population que sur le plan... Voilà, ben, c'est nous qui payons. Oui, oui. Que dire de l'invalidation des élections autrichiennes par la Cour constitutionnelle?
Ben ça, on l'avait annoncé, hein, puisque dans le dernier numéro de la politique, je m'étonnais que le candidat, donc c'est Norbert Hofer, n'ait pas déposé immédiatement un recours auprès du Conseil constitutionnel. Et il avait eu l'air d'accepter. Et je m'en étais étonné. Bon, visiblement, il a été conseillé, ou la nuit a porté conseil, enfin la nuit, quelques nuits tout de même, ça a pris un certain temps. Il a déposé un recours, et effectivement, la Cour constitutionnelle n'a pu que constater une quantité invraisemblable, c'est dans la presse, d'irrégularités, notamment à partir du vote des Autrichiens de l'étranger. Et c'est là, Donc une fois de plus, ils sont prêts à tout pour... Ah oui, ils sont prêts à tout, c'est évident. Pour leur projet mondialiste, ils sont prêts à tout. Manipuler dans les urnes et assassiner. C'est une bonne nouvelle, certainement que... Ah, incontestablement, c'est une bonne nouvelle. Alors bon, je ne connais pas suffisamment Norbert Hofer. Je garde un mauvais souvenir de son prédécesseur Haider, qui avait viré au sionisme. Oui. Et ça, c'est un petit peu le problème de toutes ces droites dites populistes, pas nationalistes, populistes en Europe, c'est que face au problème des populations musulmanes devant eux, on a l'impression qu'ils ne voient qu'une seule solution, c'est s'allier à Israël, alors que c'est Israël et le sionisme qui en sont la cause, au travers du bras armé américain. Donc, bon, réjouissons-nous quand même, mais je serais curieux de savoir quelle va être la politique de Hofer s'il arrive. Bon, ceci dit, le poste de président de la République en Autriche, ça n'a pas grand pouvoir. Mais ça n'a pas grand pouvoir, mais évidemment, ce sera tout de même un signal. Oui, et puis les élections après. Tout à fait. Alors passons à quelques questions, on pourrait dire de nécrologie. Samedi 2 juillet. De quoi? Nécrologie. Ah oui, nécrologie. Il y a plusieurs décès ces derniers jours, notamment celle de Elie Wiesel, qui est décédée le 2 juillet. Que dire de cet homme autour duquel planent quelques contradictions? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le moins qu'on puisse dire, parce que je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi le monde sioniste fait tant de cas d'Elie Wiesel, parce que dans ses positions, il ne parle pas des chambres à gaz. Non, jamais. Pas des chambres à gaz. J'ai vu dernièrement un texte de Forisson qui revient là-dessus. Il ne parle pas des chambres à gaz, il dit que les Juifs étaient éliminés par des brasiers en plein air. Ah oui. Alors là aussi, je reviens toujours sur la même chose. Les brasiers, oui, d'accord, mais qui dit brasier dit carburant. Est-ce que les Allemands, qui n'avaient pas de carburant pour leurs tanks et leurs avions, avaient assez de carburant pour brûler les... Alors, il faut être sérieux. C'est pour ça que je dis, moi, dans cette histoire-là, je ne prends pas position. Faites la reconstitution du crime tel que vous l'avez décrit avec les éléments physiques que l'on connaît. Tant que vous ne le ferez pas, je ne croirai rien. Je suis un agnostique. Et concernant Michel Rocard, qui est également décédé le même jour qu'Elie Wiesel, d'ailleurs, quel est votre avis concernant cet homme? Michel Rocard, Premier ministre? Je dirais que c'était un des moins pires. Curieux personnage, un protestant, avec une certaine rigueur morale protestante qui existait encore. Curieux personnage, contradictoire encore une fois, qui n'a pas fait du bon travail du tout. Mais parce que ces gens-là sont prisonniers de leur idéologie, même s'ils croient le faire de bonne foi. Faut pas confondre vérité et sincérité. C'est toujours la même chose. On peut être sincère dans le mensonge. C'est là, vous dans le mensonge, et sinon dans le mensonge, en tout cas dans la mauvaise action. Dans l'action nocive. C'était le cas de Michel Rocard. Question d'histoire, nous sommes le 4 juillet. Alors en 1776, c'était la fête nationale, enfin le 4 juillet on fête l'Independence Day, les Américains. Est-ce que ça porte bien son nom, ce jour de l'indépendance? C'est une question d'Éric, ça? Non, c'est la mienne, pourquoi? Ah bon, d'accord, non, parce que je sais qu'il aime bien les questions historiques. Ah oui? Non, ben, vous aussi d'ailleurs, c'est vrai.
Bon, bah, Independence Day, quand on sait que la nation américaine s'est édifiée sur les principes maçonniques avec George Washington, Independence Day, bah, je vous ramène au Patriot Act. Est-ce que les Américains sont indépendants aujourd'hui? Un peu moins qu'à l'époque, en 1776 peut-être. Mais... Et encore, mais c'est toujours la même chose, ces révolutions, on se sert du peuple qui croit à une chose, mais pour des objectifs qui sont totalement différents de ce que croit le peuple. Toujours la même chose, c'est la Révolution française. Quand je dis qu'il y a une bande de crétins qui ont fait cette révolution pour être libres, bon, on en voit le résultat. Ouais, donc l'indépendance. Ils étaient manipulés par ceux qui étaient derrière la révolution dite française, et vous savez très bien pourquoi je dis dite française, parce que derrière il y avait la maçonnerie anglaise, et puis il y avait toute l'intelligentsia juive et maçonnique qui était derrière. Les Danton et Robespierre, ce n'était que des pions, que des pions. Qui ont servi, une fois qu'ils ne servaient plus, on les a... Tout à fait, tout à fait. Puis on les a fait s'éliminer les uns les autres. Rien de nouveau sous le soleil, finalement. Rien de nouveau sous le soleil. 4 juillet 1807, c'était la naissance de Garibaldi. Que dire de ce personnage? Pas du bien. Franc-maçon, Ah oui, bien sûr, franc-maçon comme son compère Mazzini. Mazzini, bah, là il faut reprendre ce que j'ai écrit dans mon livre La maçonnerie, puisque j'en parle de façon très précise. Ils sont à l'origine de la création de l'Italie. Alors, l'unification, mais alors, c'est vraiment la bêtise humaine. Il faut voir que c'est grâce à Napoléon III, qui lui-même était Carbonaro, c'est-à-dire franc-maçon, il avait été initié en Italie. Et c'est Napoléon III qui a aidé à l'unification de l'Allemagne, sous le nom de la Prusse, et de l'Italie. Ça allait retomber sur le nez à Napoléon III avec la défaite de 1870, la débâcle déjà une à Sedan, donc fin du Troisième Empire, et arrivée la Troisième République maçonnique. Bon. Et en Italie, l'unité italienne, donc forgée par la maçonnerie italienne avec Garibaldi et Mazzini. Est-ce qu'il n'y a pas eu des... Haut dignitaire, surtout Mazzini, mais Garibaldi aussi. À cette époque, est-ce qu'il n'y a pas eu des mouvements de contestataires, de nationalisme déjà qui... Alors, à l'époque, c'était pas tellement des mouvements nationalistes. Bon, ils se sont servis, non, c'est le contraire, ils se sont servis d'un aspect nationaliste de la reconstitution de l'unité italienne. Qui en fait, l'Italie, à part Rome, à part l'Empire romain, il n'y avait pas d'unité en Italie. C'était des villes commerciales, des petits empires commerciaux. Et par contre, il y a eu des réactions des différentes monarchies de la péninsule, puisque ça c'est... En fait, cette révolution, unification de l'Italie, sous la bannière de la maçonnerie, a été tournée, une fois de plus, vers les monarchies catholiques. Ça me fait penser à un livre, Le Guépard. Oui, Le Guépard, tout à fait. Exactement. Thomas Le Guépard, c'est de Lampedusa. Et ça se passe à Lampedusa. Oui, ça se passe à Lampedusa. C'est la chute des derniers aristocrates. Tout à fait. C'est un excellent livre. Oui. 4 juillet 1848, mort de Marie Curie, mais aussi de Mike Marie Curie. Ah, Marie Curie. Mais aussi de Chateaubriand. Que vous inspire la scientifique Marie Curie et l'écrivain Chateaubriand? Alors, Marie Curie, polonaise d'origine, qui a épousé Pierre Curie, certainement une très grande scientifique, sur le plan des recherches sur l'atome, l'uranium, ses dérivés, notamment le polonium. Pourquoi polonium? C'est à la Pologne, exactement, qu'elle a voulu honorer à travers ça. Alors, on a dit qu'elle était communiste ou proche des communistes. J'en suis pas tout à fait sûr. Ce que je sais, c'est que, un petit peu féministe, elle avait une stature qui lui donnait évidemment un certain poids,
mais surtout pacifiste. Donc le lien entre le pacifiste vu d'un mauvais côté peut évidemment rejoindre l'action du communisme, parce que le communisme a beaucoup joué justement sur tous les mouvements pacifistes à travers l'Europe. Oui. Rappelez-vous ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Oui. Bon. Donc Marie Curie, il faut lui rendre ce qui lui est dû, c'est une très grande scientifique, c'est par prise de position plus ou moins politiques qui ne sont pas franchement avérées, je ne m'étendrai pas là-dessus. D'accord. Mais quand vous dites un lien entre le pacifisme et le communisme, j'ai un peu du mal à cerner, parce que le communisme a quand même... Parce que pour eux, c'était une façon de faire baisser la garde. D'accord. Donc, ne vous opposez pas à nous, ne vous armez pas, on va faire la paix. Ça, c'était le grand discours soviétique à l'époque. Qui a après bifurqué vers un internationalisme, non? Ah bah ça, de toute façon, dès le départ, le communisme est un international, c'est un marxisme. Marx, c'était pas un bon cateau, hein, que je sache. Et concernant Chateaubriand? Le romantisme. Le romantisme. Le romantisme, ce que je aborde. Le romantisme. Le romantisme, de très belles pages, belle littérature, etc. Pleurons, pleurons, pleurons. Mais ça ne mène à rien. Donc, c'est pas un de mes auteurs préférés, loin de là. Je l'ai lu. Bon, je dis, belle littérature, mais bon, ça n'a rien construit. Ça n'a rien construit. Bon, pas très bien. Sur ce romantisme pleurant, nous avons terminé. Merci Philippe Loncarassac. Eh bien, Diane, merci en tout cas d'avoir fait le déplacement. Bon, c'est pas très loin, mais en tout cas, vous l'avez fait, d'Aix à ici. C'était avec plaisir. Et ben voilà. Donc, nos auditeurs auront quelque chose à mettre sous la dent jusqu'à la reprise des hostilités. En septembre. Je ne sais pas encore. Octobre. Normalement, c'est octobre, mais vu l'actualité qui ne cesse de faire parler d'elle, je ne sais pas du tout. Donc, il n'est pas exclu du tout que je ne recommence en septembre. Mais je vais avoir des vacances plutôt travailleuses. Ah, j'allais dire bien méritées. Je dirais pas, non, pas bien méritées. Non.